qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un retour sur ton argent? Est-ce que tu veux de l'équité? Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu veux être actif ou passif? C'est de comprendre le besoin et l'envie de l'investisseur pour pouvoir lui offrir, lui faire une offre de partenariat qui convient à ses besoins et ses envies. En fait, on a commencé avec un duplex dans lequel on a habité. Après, on a pris un condo. Après, on est passé avec du petit un 5 logements à la Chine qu'on a optimisé. Et puis après, on a continué dans le résidentiel. Après ça, les gens peuvent faire du terrain, les gens peuvent faire du commercial, etc. Ça dépend de leur niveau d'expertise et ce qu'ils veulent vraiment faire. Il faut partager ce qu'on fait avec des gens autour pour leur montrer qu'on est sérieux. Une fois qu'on a fait un projet, 2 projets, etc., dans certains cas, c'est eux qui proposent d'embarquer parce qu'ils voient qu'on a du succès. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un podcast pour les investisseurs immobiliers aujourd'hui. Finance avec Sirou. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon ami Axel Mont-Saint-Jean. Parfait. Yes. Je suis bien content de l'avoir bien prononcé, Axel. Alors, on dirait que des fois, les gens ils me disent que c'est moi qui ai un nom de famille plus compliqué, mais ton nom, il faut bien le prononcer. Là. Axel est un investisseur avec beaucoup d'expérience. Il investit sur plusieurs types d'investissements immobiliers. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec lui pour parler un peu, inspirer tout le monde qui sont dans l'investissement immobilier. Que vous soyez débutant, intermédiaire, expert, il y a de la place pour apprendre de ce podcast aujourd'hui. J'ai très hâte. Axel, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Merci de me recevoir. Merci pour l'invitation. Merci de me recevoir plutôt. C'est toi qui me reçois. Donc moi, merci pour l'invitation. Ah, ok, c'est ça. Donc ça... Ah, ok. c'est pas nécessairement merci. En tout cas, laisse faire. Bon. Axel, merci pour être venu au podcast. Axel, qui est Axel? Axel, qui est Axel? Axel qui est Axel, c'est qui? Moi, je suis à la base, je suis immigré au Québec. À chaque fois, on me le dit, on l'entend dans ton accent. Je suis arrivé il y a à peu près D'où exactement? Des Antilles françaises. Des Antilles, hein? Ouais, moi, je suis né en Guadeloupe, juste à côté. Puis après, j'ai grandi sur une petite île à côté de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et puis, je suis venu ici en fait, pour finir le secondaire, ici donc au Québec. Puis, je ne suis jamais reparti. Donc, ça a été le secondaire, puis l'université, puis commencer à travailler. Et donc, je me suis enraciné au Québec et je suis très content d'être ici. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Je suis arrivé en 99, ça fait en fait 24 ans maintenant. Mon Dieu, okay. Ouais, c'est pour ça. C'est cool que tu n'as pas complètement perdu l'accent. Non, c'était juste comme ça, j'ai pas vraiment fait exprès. Mais le fait que tu parles plus en anglais. Ouais, il doit y avoir ça. Et puis, je le réalise pas, mais quand je parle à la famille qui est en Europe, ils me disent « Ah, qu'est-ce que tu as l'accent québécois ?» Ah oui, ok. Pour moi, tu as plus un accent plus fort de l'accent guadeloupéen. Ouais, juste, ou français, ou je sais pas. Oh, intéressant. Moi, je pensais que tu étais de la France. Oh, c'est la France, c'est juste pas la France métropolitaine ou continentale. Oui, exactement. Mais la Guadeloupe est dans le sud, right? Dans le sud, exactement. Ah, et ta famille a toujours vécu là-bas ou ils ont traversé l'Atlantique. Mes parents ont traversé l'Atlantique en bateau. Ils se sont installés là-bas, commencé à travailler il y a peut-être 45 ans, 50 ans. Et puis, donc moi, j'ai grandi là-bas. Puis après, pour les études, on est tous partis. On est 5 enfants et on est tous partis pour finir notre secondaire. Ouais. Pourtant, ceux qui sont ici, comme les Québécois, les Canadiens, on préfère être dans un pays chaud comme la Guadeloupe. Et ça, tu as fait le contraire. Donc, c'est quoi la différence? Ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais on parle d'Axel aujourd'hui, donc c'est ça? C'est juste que beaucoup de gens idéalisent ce que c'est la vie aux Antilles. Tout le monde pense qu'on va à la plage toute la journée, mais en fait, c'est pas ça. Puis vivre sur une toute petite île, et quand je dis petite, c'est 25 km², c'est la forme d'une banane qui fait 2 km de large par 12 km de long. C'est très, 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 très petit. Et donc, vous êtes combien? Maintenant, c'est à peu près 10 000 habitants. Seulement? Ouais. Mais alors, pendant la saison, puis avec le tourisme, il y a plus de monde qui vient, évidemment, mais permanent, c'est à peu près 10 000. C'est très petit, donc les opportunités ne sont pas énormes. Ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir, qui viennent visiter, etc. Donc, il y a des opportunités, mais c'est beaucoup dans le tourisme. Les industries, c'est le tourisme ou la construction sur l'île. Donc, c'est très restreint. Je vois. Parlons de l'investissement. Right?
C'est pour ça qu'on est là, right? Mhm. Alors, c'est quoi les types d'investissements qui existent pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit débutants, intermédiaires, experts? Euh, Toi, tu t'as investi dans différents industries, tu vois, Mhm. d'investissement immobilier, on peut dire ça comme ça. Ok. Donc, c'est quoi les types d'investissements qui existent? Bah, il y en a plein. Juste les différents types en général, en immobilier, il y a tellement de manières d'investir. Nous, on a fait le choix de commencer dans du résidentiel, puis on a commencé avec un condo. Après ça, on est passé à un duplex. Après ça, on est passé à un... Non, en fait, on a commencé avec un duplex dans lequel on a habité. Après, on a pris un condo. Après, on est passé avec du petit multi, un 5 logements. 5 logements à la Chine qu'on a optimisé. Et puis, et puis après, on a continué dans le résidentiel. Après ça, les gens peuvent faire du terrain, les gens peuvent faire du commercial, etc. Ça dépend de leur niveau d'expertise et ce qu'ils veulent vraiment faire. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est quand même un petit peu intimidant. Donc, moi, le conseil que je partage, c'est toujours commence avec quelque chose que tu comprends, que tu sens que tu peux maîtriser. Et puis commence petit, fais au moins un deal, apprends, et puis après, tu peux passer à autre chose. Tu vois, j'aime ça entendre par la bouche des autres pourquoi l'investissement immobilier, selon toi, est l'un des meilleurs investissements. Toi, pourquoi dans tous les types d'investissements qui existent, que ce soit acheter des entreprises, investir ton argent dans la bourse, il y a tellement de choses que tu peux faire avec ton argent ou investissement. Pourquoi tu as décidé de vraiment consacrer ta vie, parce que techniquement, tu consacres ta vie en ce moment dans l'immobilier, tu es 100% dans Ouais. l'immobilier. Donc, pourquoi l'investissement immobilier, selon toi, était le meilleur investissement pour toi? Nous, en fait, donc j'investis avec mon épouse, Rosalie, que j'embrasse très fort. Et en fait, on est allé dans cette direction pour différentes raisons. La première, c'est qu'on aime ce véhicule d'investissement. Parce que l'immobilier, c'est un véhicule d'investissement. En tout cas, nous, on voit ça comme ça. Et en plus, c'est quelque chose qu'on comprend, on va toujours avoir besoin de logement. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelque chose sur lequel on peut forcer de l'appréciation. Tu refais une cuisine, tu refais une salle de bain, le mois d'après, tu peux louer plus cher. J'aime ça, forcer l'appréciation. Forcer l'appréciation. Après ça, c'est c'est assez immobile. Il y a peu de fluctuations en valeur, tu sais, des actions à la bourse. Il y a des compagnies qui sont très stables, mais il y a des compagnies qui peuvent drastiquement changer de prix. L'immobilier, c'est doucement. C'est une croissance lente, mais nous, on se dit qu'on investit pour le reste de notre vie, pour les 30 prochaines années. Donc, on n'est pas forcément pressé. Puis, c'est quelque chose aussi où le temps, si tu fais des petites erreurs, le temps pardonne. Tu achètes une propriété, puis après, tu te dis, oh, tu as le remords de l'acheteur. Juste après être allé chez le notaire, tu te dis, oh, on a payé trop cher et tout ça. 5 ans après, quelle que soit la propriété, est-ce que tu auras vraiment l'impression que tu as payé 30 000 de trop? Non. Elle va reprendre, Oui. elle va reprendre en valeur. Donc, Exactement. tu vas soit break-even ou même faire plus d'argent. C'est très, très rare que tu perdes de l'argent, à moins que tu as vraiment investi, tu as vraiment payé trop cher. Et que c'était très évident, mais tu t'es pas écouté, puis tu t'es quand même lancé. Ouais. Tu viens de m'inspirer. Excuse-moi. Non, c'est que nous, pourquoi l'immobilier, c'est que c'est quelque chose qu'on comprend et c'est quelque chose qu'on sent qu'on peut maîtriser. Là. Et ça paraît peut-être anodin pour des gens qui écoutent, mais on le comprend. Il y a des gens qui investissent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent, oh, on va faire de l'argent, mais ils ne comprennent pas vraiment comment ça marche. Et de deux, on sent qu'on peut le maîtriser, on peut plus ou moins le gérer nous-mêmes, même si maintenant on a donné une partie de la gestion à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on maîtrise, puis s'il fallait qu'on reprenne la gestion, on le ferait. Quand on parle de compréhension, si on parle de bitcoins, la crypto, faut que tu investisses un peu ton temps. Je ne dis pas que dans l'investissement immobilier, il ne faut pas investir, mais ça prend un peu plus de connaissances, ça prend plus de recherche. Il y a des termes que tu ne comprends pas tout de suite. Même chose dans la bourse, il y a le S&P 500, il y a un paquet de choses que tu dois comprendre pour voir c'est quoi l'investissement. Il faut que tu commences à faire des recherches. Dans l'entreprise, tu investis si tu veux vraiment t'assurer que tu fais un bon investissement. Donc, il y a plein de choses, tandis que l'investissement, c'est la valeur marchande, valeur économique. Si tu rentres dans le commercial, à combien que tu achètes, c'est quoi les loyers, combien de revenus tu as, et dans le futur, combien que ça peut prendre en appréciation comparant les comparables. C'est assez simple. Ouais. C'est sûr que pour moi, c'est simple parce que je connais très bien, mais j'ai déjà fait la bourse. J'ai déjà été un day trader dans le passé quand j'ai commencé mon
mon aventure dans l'investissement. Donc, je connais très bien ça, puis tu as complètement raison. Et tu viens de m'inspirer en disant l'immobilier, c'est immobile, tu vois. Une des phrases que je disais vraiment au début de ma carrière, et ça m'est revenu. La comparaison que je donne, c'est que, tu vois, tu investis dans une compagnie. Par exemple, si on prend l'exemple de Nokia. Aujourd'hui, dans le passé, Nokia valait des milliards. Ah, t'es le numéro 1 dans leur domaine. Ouais. Et tout le monde avait un Nokia. Aujourd'hui, 20 ans après, ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Non. Et ben aujourd'hui, c'est Apple. Et Apple, ils sont l'un des meilleurs aujourd'hui. Mais est-ce que c'est garanti que dans 20 ans, ils vont exister? Elon Musk est en train d'inventer des puces pour mettre dans nos cerveaux. Alors, si jamais le téléphone est remplacé par les puces, ben, ça se peut que Apple n'existe plus s'il ne se réinvente pas, s'il ne s'adapte pas à la technologie. Tandis que l'immobilier, si on regarde 30 ans en arrière, le même immeuble, il est toujours là. 50 ans en arrière, le même immeuble est toujours là. Peut-être qu'elle a été optimisée plusieurs fois par les investisseurs, mais il est toujours là. Elle ne s'envole pas, elle ne nage pas. Non. Elle est toujours là. Alors, c'est ça la beauté de l'immobilier, c'est que, de un, les gens ont toujours besoin de logement et on est vraiment dans une belle situation actuellement au Canada, au Québec. Ouais. Il y a une crise de logement, donc il faut vraiment beaucoup de gens ici. Tout le monde décidait de faire des logements, c'est toujours pas assez en ce moment. Tellement j'exagère un peu là, mais honnêtement, il y a une crise de logement intense en ce moment. Donc, je voulais juste, répéter ce que je disais au début, là, que j'ai complètement... j'ai arrêté de le lire, mais c'est vrai. L'immobilier, c'est vraiment un investissement, un véhicule d'investissement puissant. Parlons des plus payants ou moins payants. Donc, selon toi, les types d'investissements, selon toi, bien sûr, pourquoi tu as décidé d'investir dans une place que d'autres, par exemple? Présentement, qu'est-ce que tu fais? D'optimisation? On a commencé avec du locatif, j'allais dire pur, un condo ou un duplex, etc. Après ça, quand on est rentré dans le petit multi, on a commencé avec des optimisations. C'est quoi petit multi pour toi? C'est 5-6 logements. 5-6 logements, ok. Ouais, on a fait donc ça, on a commencé. Le premier qu'on a fait comme ça, c'était à la Chine. On l'a acheté, il faisait un 5 logements. En 2019, il faisait 32 000 de revenus bruts. On l'a ramené à 52 en à peu près un an. Puis ça, c'était encore avec 2 unités qui étaient aux anciens loyers. Et puis, on l'a refinancé après. Ça a été payant. Pour revenir à ta question du plus payant au moins payant, ça dépend de ce que veulent faire les gens. Il y en a qui veulent faire ça de manière beaucoup plus passive. Et pour eux, juste le fait d'acheter un condo puis de le louer, ils vont capitaliser dans le temps, ça va prendre en valeur, etc. Puis ça leur permet d'être le plus passif possible. On peut regarder ça aussi genre sur un index de passivité. Tu achètes un condo, tu le loues, tu n'as pas grand-chose à faire. Alors que de faire une optimisation, c'est très, 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 très actif. Et donc, ça dépend où les gens veulent être dans cette espèce de range sur leur degré d'activité. Pour ça, ils peuvent faire du terrain, ils peuvent acheter un terrain, puis se dire qu'ils vont rester assis dessus pendant 5 ans, ou commencer un petit peu à le développer, subdiviser, voire mettre éventuellement un peu d'infrastructure, puis après aller revendre des lots. Ça peut être une idée aussi. Puis là tu n'as pas de locataire à gérer, mais c'est peut-être un petit peu plus intensif au niveau capital, parce que de faire des infrastructures, ça peut coûter cher. En parenthèse, j'ai eu une discussion avec un client que ça fait presque 5 à 10 ans qu'il a le terrain. Puis il y a une hypothèque dessus d'environ 400, 500 000, un gros terrain. Et à payer pendant 5 ans une hypothèque aussi élevée, pour lui, c'est un investissement. Parce que dans le futur, il est en train de développer. Là. Donc, éventuellement, ça va 10x son investissement. Oui. Donc, il y a des petits investissements comme ça qu'on peut faire. Il y a des plus grands risques qu'on peut faire également, par exemple avec des gros terrains, s'asseoir dessus, puis éventuellement subdiviser pour le vendre. Mais lui, il est en train de subdiviser, mais ça prend du temps pour subdiviser avec les permis de la ville et tout ça. C'est ça. Il peut y avoir des gros délais avec la ville, et puis c'est que c'est capital intensif, puis pendant ce temps-là, ça rapporte rien. Donc à chaque fois, pour pouvoir dépenser. Moi, c'est ce que j'ai découvert aussi maintenant en faisant un peu de développement.
que tu payes, puis tu es payé à la fin. Tu payes à la fin. Mais l'investissement vaut le coup, vaut la peine. Vaut la peine. C'est juste que la majorité des gens, on veut des choses qui nous rapportent tout de suite. Mais souvent, c'est les plus payants, c'est plus tard. Exactement. OK, bon, grosso modo, tu as répondu aux plus payants, ça dépend vraiment des gens. Il y a passif et actif. Passif, c'est-à-dire, tu achètes, tu loues, tu fais rien. Actif, c'est que là, tu es dans le projet, par exemple, un flip ou une optimisation. Maintenant, le plus simple au plus, au plus simple au plus difficile, je dirais que c'est la même chose. En fait, ça suit si tu es passif, bien sûr, c'est plus simple. Et quand c'est plus difficile, c'est plus du actif. Ouais, plus actif, plus de gestion, plus de coordination avec différents corps de métier si tu fais des grosses rénovations. Et pour revenir à ta question du plus simple, j'allais dire à quelqu'un, regarde, tu veux commencer, tu as un petit peu d'argent, achète une place de parking, puis loue-la. Une place de parking. Ah ouais, il y en a qui font ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça à Montréal. Tu sais, quand tu vois qu'au centre-ville ou même dans Griffintown, une place de parking, ça peut aller à 50 ou 70 000. Puis tu vois ce que ça peut te rapporter par mois. Ça peut être, il y en a pour qui c'est intéressant. J'ai jamais fait de recherche. J'ai toujours été... Moi, je suis un gars de chiffre. Je suis un peu bizarre aussi. Donc, peu importe où je vais, je commence à compter les lumières, commence à compter les chambres, combien de bureaux il y a, combien d'argent que chaque bureau peut ramener. Donc, à chaque fois que je vais au centre-ville, je suis en train de compter, OK, combien de parking il y a dans ce spot de parking, combien qu'ils devraient payer, combien que les gens payent sur une journée, combien d'argent que ça pourrait être fait. Alors, mais tu penses qu'il y a encore des parkings à vendre dans ce coin-là? Je sais pas, j'ai jamais regardé, mais c'était juste une idée comme ça pour les gens qui veulent commencer avec peu de mise de fonds. Puis évidemment, si tu vas à Griffintown puis que tu en achètes une à 50 ou 70 000, tu as intérêt à la louer vraiment cher. Mais il y a d'autres endroits où tu peux en acheter pour des prix corrects. Puis mine de rien, d'un point de vue locatif, ça peut valoir la peine. Parking, OK. Plus simple, c'est parking. Puis après ça, je dirais condo, duplex. C'est quand même simple, tu vois. C'est 2 locataires, puis tu rentres avec 5% de mise de fonds, propriétaire occupant, puis après ça, C'est juste qu'avec un duplex, il y aura quasiment pas de cash flow. Non, et puis en général, t'es dans le négatif. Voilà, avec 5% de mise de fonds, t'es dans le exactement. négatif. Et puis ce qu'il faut mettre à chaque fois, c'est le rerouler dedans pour changer les fenêtres, améliorer le toit, etc. C'est juste que faut que ça s'auto-paye. Et du coup, le propriétaire, en fait, ce qu'il est juste en train de faire, c'est qu'il capitalise. À chaque fois, ces 2 locataires lui payent son hypothèque. Et lui, tous les mois, il transforme de la dette en équité. Et puis, il a un actif qui prend en valeur. Donc ça aide sur... C'est plutôt du long terme. Mais c'est vrai que c'est pas avec ça. Il faut pas que les gens s'imaginent qu'ils vont acheter un duplex puis qu'ils vont gagner 1000 pièces par mois net dans leur poche. Genre, oublie ça direct. C'est vraiment à long terme. C'est investissement passif à long terme. 5 ans, vous pouvez capitaliser si vous avez fait un bon investissement au bon prix. Et si vous êtes capable de négocier à la baisse la propriété grâce aux rénovations qui doivent être mises dedans, grâce à des petits problèmes qu'on peut retrouver. Donc, toujours, je vous considère toujours une inspection avant de pouvoir rentrer dans ces achats. Duplex, puis par la suite, puis après ça, on parle des gros logements. Présentement, parlons de tes deals actuels. Comme ça, les gens peuvent voir un peu comment tu penses, quel genre de chiffres, quel genre de mathématiques, quel genre de calcul que tu fais avant de rentrer. Donc, présentement, tu as plusieurs investissements. Peux-tu décortiquer un peu les investissements pour pouvoir rentrer vraiment dans les chiffres? Sure, on a différents projets en ce moment. Certains qui sont plus petits, certains qui sont un petit peu plus gros. Je veux dire, en ce moment, on a, je veux dire, à peu près 3 catégories. On en a par exemple 2 qui sont... Donc, un premier qui est un 4plex à Laval, qu'on a acheté en 2021, qui était une succession. On a acheté ça de Revenu Québec. C'était assez bizarre comme... Revenu Québec, hein? Ouais, on a acheté ça de Revenu Québec. C'était en fait une dame qui est décédée, qui n'avait pas d'enfant. Et donc, ça va à l'État. Et puis, eux, ils ont mis 2 ans, j'allais dire, à l'avaler, puis le recracher de l'autre côté. Puis un jour, c'est arrivé sur le marché. Puis je regardais, j'ai trouvé ça sur Centris. C'était vraiment bizarre. Et en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une propriété hors marché. Puis je me suis dit, tiens, je vais juste aller voir ce qu'il y a sur Centris dans ce quartier-là. Puis je suis tombé sur un 4plex vacant à 300 000. Je me disais, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis déjà, à l'époque, on cherchait des propriétés plus grosses. Mais celui-là, je me disais, c'est quand même intéressant. Et puis finalement, on a été visité à 11h le matin. À midi, on a fait une offre. On était 3 ou 4. Et puis, on a offert un peu plus. C'était à l'époque où il y avait encore de la surenchère. Tu as offert combien pour gagner l'offre? On a offert 411.
Donc, c'était affiché à 300 000. C'était à 300 000, on a offert 411. OK, mais maintenant, là, on va rentrer dans les Vas-y, chiffres. vas-y. Ça, j'aime ça parce que ça permet de voir comment tu as fait tes calculs pour rentrer dans ce deal et c'est quoi la porte de sortie, c'est quoi l'investissement que tu as mis et la porte de sortie, le profit plutôt. Donc, 411 000, tu as mis 111 000. Donc, c'est quoi tes pensées, ta logique? Pourquoi tu as dit, you know what, ça vaut 111 000 de plus pour gagner? OK, premièrement, il était entièrement vacant. Entièrement vacant, OK. C'est quoi ton objectif dans c'est de l'optimiser. Ça avait pas été. À l'intérieur, il fallait stripper, puis refaire l'isolation, les portes et fenêtres, toute la plomberie, toute l'électricité. Et on en a fait même un petit peu plus que ce qui était anticipé. Puis surtout, on a acheté le projet en 2021, puis à 2023, il y a des choses qui se sont passées, les coûts ont augmenté, etc. Puis surtout, on a travaillé avec la ville. Pour avoir notre permis, on s'était dit 3 mois, on en a mis 8. 8 mois pour aller chercher le permis? Pour avoir le permis, ça a été un fiasco avec la ville de Laval. Ah ouais, il y a même un moment, ils nous ont rappelé en disant « Oh, on a perdu votre dossier, est-ce que vous pouvez nous renvoyer les plans ?» C'est là où ça m'a fait sauter au plafond. Alors, on les a renvoyés dans la demi-heure qui a suivi. La ville de Laval, ils sont très, très, très réactifs quand c'est au billet, au ticket qu'ils nous donnent. Oui, exactement. Quand je reçois un ticket de parking, parce que moi, j'habite à Laval, à Montréal, ils vont vraiment te laisser du temps. Tu oublies, ils vont t'envoyer des pénalités ou whatever, mais ça passe pas à l'huissier tout de suite. Là. Non. Eux, là, ils réagissent vite, ils veulent l'argent tout de suite. Mais ça. Pour les permis, tu me dis que... Ça a été très, très long. 8 mois, est-ce que tu as certaines expériences avec d'autres investisseurs qui demandent des permis à Laval, dans la ville de Laval? Pour Laval, à tout le monde à qui j'ai demandé, il m'avait dit que c'était difficile. Ouais. Donc, soyez avisés, soyez informés que si vous voulez investir à Laval, il faut peut-être extensionner un peu votre délai. Ouais, et puis nous, dans notre cas, il fallait aussi qu'on fasse une demande d'exemption de place de parking. Donc, on l'a fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Normalement, au zonage, en fait, c'était... La bâtisse, quand on l'a acheté, il y avait 4 unités, mais c'était un triplex. Puis techniquement, il y en avait un qui était commercial sur la rue, avec une grande vitrine. Et nous, ce qu'on voulait, c'était convertir ça en résidentiel. Et donc, quand on regardait au zonage, il fallait une place de parking par stationnement. Nous, on avait 2 places de parking. Et donc, pour faire une conversion légale, il fallait qu'on fasse une demande d'exemption de place de parking. Ça veut dire que en fait, c'est un formulaire à remplir et tu présentes ton cas et tu leur expliques pourquoi est-ce que tu penses que ça vaut quand même la peine. Nous, on est à 300 mètres du métro Cartier. Donc, notre clientèle cible, c'est des gens qui vont, dans certains cas, pas avoir de voiture. Donc, nous, c'était logique que même si on avait 4 logements, on puisse justifier d'avoir que 2 places de parking parce que 2 de nos locataires n'en auraient pas. Donc ça, quand tu le fais, donc tu as un délai, mais surtout après, tu payes à la ville. Combien tu payes? Si mon souvenir est bon, je crois que c'était 5 000 par place exemptée. Donc nous, ça nous a coûté 10 000 dans ce cas-là. Wow. Mais bon, ça vaut la peine parce que du coup, c'est un caplex légal avec que 2 places de parking. Et on est juste à côté du métro. Puis, quand tu te présentes une offre comme ça à la ville, c'est une page, 2 pages, 3 pages avec des tableaux et des statistiques ou c'est vraiment un petit formulaire? Non, c'était un formulaire, je crois, de 2 pages à remplir. Et puis après, nous, on écrit toujours une lettre explicative, parce que tu te sauves bien du trouble. Une page? Ouais, une page et demie. Puis on avait été, parce que ça faisait partie du TOD, je ne sais pas comment ça se dit en français, Transit Oriented Development, qui a été mis en place par la ville de Montréal, Laval, etc. Et nous, on était dans cette zone. Donc, c'est beaucoup plus facile à justifier parce que la ville de Laval avait aussi... Il y a eu une refonte du zonage. Et nous, on pouvait expliquer qu'on était dans cette zone. Donc, on pouvait justifier de moins avoir de place de stationnement. Quand tu es rentré dans ce deal, quand tu as fait l'offre d'achat, est-ce que tu savais tout ça ou tu as appris au fur et à mesure? Non, c'est juste que nous, quand on a visité, on s'est dit, OK, un quadplex, nous, on avait vécu investi à Montréal, on ne connaissait pas tellement Laval, mais on s'est dit, regarde, à 100 000 la porte, on ne peut pas vraiment se tromper. Franchement, mon raisonnement, c'était aussi simple que ça. C'est quoi la moyenne des portes à Laval? Ou dans le coin de quartier? Moi, mon benchmark, c'est toujours à peu près 150. Si tu payes à peu près 150 000 la porte, t'es correct. À Laval? Ouais. Dans le coin de ce quartier? Ouais, à peu près. OK. Et ça, t'es rentré avec des recherches? Ouais, j'avais fait un petit peu de recherche, puis je regardais ce qu'il y avait d'autre sur le marché, puis j'avais regardé quelques vendus, etc. Donc, c'est assez facile de faire... pour ceux qui se demandent comment calculer la porte, tu prends la valeur du prix affiché divisé par le nombre de logements? Oui, de manière très basique. Puis, à la base, moi, c'était
bird dog qui m'avait apporté à une propriété. Puis il me disait, oh, c'est un bon deal, c'est un bon deal. Puis c'était un triplex à 650. Puis je me suis dit, OK, un triplex à 650, t'es à 200, un peu, 220 000 la porte. Puis là, j'ai trouvé quelque chose à 100 000. C'est un peu un no-brainer. Parfait, c'est très intéressant. Donc, c'est vendu par Revenu Québec. Donc, c'était vendu par Revenu Québec. Et puis, eux, ils voulaient 5% de dépôt tout de suite avec ton offre. Donc, on est allé à la banque, on a fait un draft, on leur a rapporté. Et puis, on était plusieurs à faire des offres. Finalement, on l'a eu. Et donc, on a closé ça à peu près 2 mois après. Donc, si tu as mis 411 000... Et en fait, voilà, la manière dont on l'a structuré, c'est que nous, on avait un peu de liquidité à ce moment-là qui sortait d'une autre propriété. En gros, on a mis le 111 plus tous les frais de transaction, donc le notaire, la taxe de bienvenue, etc. On a mis à peu près genre 125. Et puis après, l'autre 300 000, on avait trouvé un investisseur qui voulait juste du rendement. Et on a trouvé quelqu'un qui était un particulier qui voulait... il était confortable avec du 8% annuel. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis à la base, on avait dit sur un terme de 18 mois, 1 an, mais on avait dit 18 mois juste pour être sûr. Et voilà, donc en fait, c'est plutôt que d'aller avec un prêteur privé, nous, c'était une bonne option parce que ça nous coûtait moins cher, on avait un peu plus de flexibilité. Donc, tu as mis 125 000 de tes fonds à toi. Ouais. Donc, 300 000 plus 125 000, c'est ce que ça a coûté en global. Donc, 425 000 environ avec les taxes et bienvenus, les frais de notaire et tout. 425 000, ça, c'est incluant le 10 000 pour les parkings ou... Non, ça, c'était après. Donc, OK. Donc, en tout, 425 000 ou le 435 000, pardon, ou le 300 000, ça a été investi par un prêteur privé. Donc, si je fais le calcul, là, 435 000 divisé par 4 portes, c'est 108 000. À l'achat. À l'achat, 108 000 à l'achat. Et maintenant, parlons c'est quoi, comment tu as regardé ça? T'as pas fini encore, là. Non, là, tu as juste fait l'acquisition. Après, tu as tout à stripper, tu as tout à rénover. Donc, après, nous, on s'est regardé à l'intérieur, on s'est dit, ouais, on pourrait mettre J'ai été trop optimiste. J'avais tout rentré ça en demi-page, là. Il faut une autre page de plus pour comprendre ta situation. Ouais. Donc, mais ça a l'air simple. Comme vous voyez, c'est assez simple. Non, et puis c'est surtout que nous, on avait visité, puis on s'était dit, OK, on va mettre un 250 000 de travaux. 250 000? Ouais. OK, 250 000 de travaux. Finalement, on va finir à peu près à 325. Mais bon, ça fait partie de la réalité. Finalement, c'est 325 000. 325, j'allais dire all-in, parce qu'on a les frais d'architecte, on a les frais de permis, on a les frais de place de parking. L'acquisition. Ouais. Donc, 435 plus 325. OK, all right. Puis 325, ça vient du prêteur privé également? Non, ça c'est nos fonds parce qu'on avait vendu une autre propriété, donc on a été capable d'aller rouler ça là-dedans. OK. Donc, 325, all right. Et 325 pour faire toute l'acquisition, tout le plan d'architecte. Excuse-moi, je te laisse finir. Donc, non, et donc on est à peu près all-in à 750, 775. Puis avec la recherche qu'on fait là-bas, on va pouvoir aller chercher, on va faire à peu près un 70 000 brut. Donc après, on aura relativement peu de charges parce que toutes les dépenses sont à charge du locataire. Nous, on a évalué le projet à peu près à genre 1,1 à la sortie. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par 70 000 $? La somme des loyers annuels. OK. Revenu locatif, c'est 70 000. Ouais. OK, parfait. Donc, toi, est-ce que ta porte de sortie, c'est un refinancement ou Alors, à la base, on s'était dit qu'on allait le refinancer parce que notre première priorité, évidemment, c'est de rembourser notre investisseur. Et on s'était dit, on va aller refinancer, on va rembourser notre investisseur, puis nous, on voudrait ressortir au maximum le capital. Et puis, comme c'est un 4plex et qu'il faudrait qu'on aille aller financer ça au personnel, parce que moins de 5 portes, tu es considéré comme de l'investissement au personnel et non commercial. En fait, c'est plus dur. Et là, on a juste préféré de vendre ce projet, de repayer notre investisseur, récupérer notre capital, puis redéployer dans un projet, une propriété qui est plus grosse. Je comprends. Donc, à la vente, présentement, il est à vendre ou il va être vendu? Il va être à vendre bientôt. Là, on devrait lister ça dans les prochaines semaines. Tu vas afficher à combien? Je pense vers à peu près 1,1. 1,1. 1,1, 1,2, 1,150. Commission du courtier, 4 %? À peu près, ouais. 4 %. Donc, tu te laisses... on ne va pas rentrer trop dans les chiffres, là, parce que c'est... pour des raisons de conflit d'intérêts, mais
puisque ce n'est pas vendu encore, mais 1,14%. Donc, si la personne, par exemple, si je calcule... En gros, t'enlèves un 50 000, on va dire. Comment? 50 000? T'enlèves un 50 000 de commission. 50 000, c'est 40, on va dire c'est 44 000, 50 000. Mm-hmm. Donc, puis là, le prêteur privé, ça coûte, c'est combien? 300 000 fois 8%, c'est 24 000 l'année, divisé par 12, fois 18 mois. Ça fait 18 mois que tu l'as, environ 36 000, on va l'arrondir ça à 40 000. Donc, tu es à 40 000, tu es à 90 000 déjà en partant lorsque tu vas vendre la propriété. Évidemment, je ne vais pas considérer ton 325 000 que tu as investi de tes propres poches, mais techniquement, tu devrais le faire pour Bien savoir. sûr qu'on va le faire. Exactement. Donc, 325 000, ça serait combien un rendement que tu aurais pu faire si tu placerais dans la bourse? Je sais pas, je regarde peu la bourse en ce moment. Bon, on va dire 25%, ça fait du sens? Non, tu vas me faire croire d'aller chercher du 25% annuel? 5%. Oh, 5%. 5%. Ouais, ok. 5%. 5, 7, quelque chose comme ça. 5, ok. On va aller avec 5 fois 18 mois, c'est l'équivalent de 24 000 que tu aurais fait. 324 000, on va arrondir ça à 25 000. Donc, on est à 90 plus 25. Donc, on est à 115 000. 115 000. Sans compter, au départ, tu as mis à 125 000. Ça commence les chiffres. Ah ouais, non, ça monte vite. Hein? 325 000 plus, excuse-moi, je vais recommencer les chiffres. 322 000 plus, on avait dit, tu avais mis 135, n'est-ce pas? 135 de tes propres poches, de 460. 460 fois 7%, on va aller avec 7%. 32 200 divisé par 12 fois 18 mois, ça donne 48 000. On va arrondir ça à 50 000. Donc, 50 000. Donc, 90 plus 50. Donc, on est à 140 000. Donc, 140 000, c'est ce que ça coûte environ. On va arrondir ça à 150. 150 000 de tes propres poches en intérêt que tu as perdu ou gagné techniquement. En fait, perdu, le fait que tu as investi ton propre... Le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, exactement. Mais tu vas faire, si par exemple, sur 1,1 million, on va dire que tu reçois 1 million en offre et que tu décides de l'accepter, moins 760, tu as 240. 240, c'est ce que tu vas faire en profit après avoir sorti tes fonds. N'est-ce pas? Parce que donc ta balance hypothécaire est seulement de 300 000. C'est ça. Donc 240. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Grave, ça vaut la peine. C'est 240 000 sur un projet qui a pris 2 ans, moi, ça me va. Excellent. C'est sûr qu'il y a des home runs. Il y en a d'autres que ça prend plus de temps, c'est que ça complique les choses, mais au moins, si on sort gagnant, c'est intéressant. Puis, c'est surtout si c'est un side hustle qu'on a, c'est pas nécessairement notre gagne-pain où on a besoin de cet argent-là, qui n'était pas ton cas. Tu avais d'autres investissements, tu avais d'autres projets. Ouais, puis surtout, à la base, on voulait le garder. On s'était dit, on le revendra dans 5 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Finalement, on le revend plus tôt. Mais on fait plusieurs projets comme ça. Donc, mine de rien, ça vaut la peine. Puis nous l'objectif, c'est de construire de l'actif à travers le temps. Donc, là, on a choisi de le revendre parce qu'on est content de reprendre la liquidité et de redéployer dans autre chose. Dans certains cas, des projets comme ça, on les aurait gardés. Mais c'est pas grave. Puis moi, maintenant, comme on grandit, de revendre les plus petits projets pour les investir dans des plus gros, ça me convient tout à fait. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec le gain en capital, 240 000? Est-ce que tu vas déployer ailleurs? Comment tu essayes de pouvoir payer le moins possible côté investisseur? Je parle à ma fiscaliste. Pas à ta fiscaliste. Est-ce qu'il y a des stratégies pour ça? Ouais, là, je sais pas encore exactement comment on va voir avec l'impôt. Mais bon, l'impôt, faut le payer aussi. Puis, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce qui est possible aux États-Unis, mais je ne suis pas certain si c'est possible ici, parce que quelqu'un m'a mis en doute. C'est que, par exemple, si tu vends ton immeuble, et c'est un immeuble locatif, et tu fais un 240 000 de profit, et tu réinvestis dans un autre investissement immobilier, tu n'es pas obligé de payer l'impôt là-dessus parce que tu l'as comme réinvesti. Ça m'étonnerait. Ouais, aux États-Unis, ça s'appelle un 1031 exchange. Voilà. Mais ici, c'est pas possible. L'équivalent de ça au Canada, à ma connaissance, je ne suis pas fiscaliste et ça, c'est juste de ce que j'en connais, c'est qu'on n'est pas imposé sur le gain en capital sur ta résidence principale. Mais si c'est une bâtisse à revenus, tu es imposé dessus. Donc, c'est la seule façon de faire pour éviter, c'est de garder l'immeuble
refinancer, sortir ton cash et réinvestir ailleurs. Exactement. Du moment que tu vends, tu ne peux pas faire l'échange. Tu ne peux pas dire au gouvernement, ben, j'ai pris l'argent puis j'ai investi dans l'économie. J'ai fait rouler l'économie en investissant dans une autre place. Est-ce que je peux avoir une exemption de l'impôt? Pas nécessairement. Non. Parfait. On avait un autre projet. Right? Ouais, après, il y en a un autre qu'on fait à Verdun. Ça, c'est bon, on a acheté un duplex, on rajoute 2 étages. C'est au permis à la ville. En ce moment, on a déposé un projet. On essaie de faire un 6 logements. Et puis finalement, on va faire un 4. Pourquoi? Parce que la ville de Verdun a refusé qu'on fasse des logements en demi-sous-sol. Aussi simple que ça. Ça prend combien de temps pour aller chercher le permis à la ville de Verdun? C'est plus compliqué que Laval? Longtemps. Ben là, on a fait la demande, ça fait déjà à peu près 2 mois. Okay. On n'est même pas encore passé au CCU. On devrait passer en juin. CCU, pour les gens qui connaissent, ça passe, c'est quoi? Comité consultatif d'urbanisme. En fait, ils prennent toutes les demandes. Et puis, il y a un comité à la ville qui est fait de professionnels et d'habitants du quartier. Et ils passent à travers les projets. Puis, ils disent si... Est-ce que tu dois vraiment une préparer ou tu es juste... Bah, tu soumets le dossier. Eux, ce qu'ils veulent surtout voir, c'est quoi le programme, qu'est-ce que tu comptes faire et c'est quoi l'enveloppe extérieure. Comment tu aides l'économie de Verdun, j'imagine? Ouais, oui et non. Parce que tu prends un vieux duplex qui est vacant, tu fais 4 beaux logements. Je veux dire, ça, en général, tout le monde le comprend. Ce qu'ils veulent surtout, c'est s'assurer d'une belle harmonie de façade, de voir que le projet est cohérent avec le quartier, etc. Je comprends. Et où est-ce que tu vois l'investissement là-dedans? Où est-ce qu'on voit l'investissement? Bah, nous, on a acheté un duplex qui était très, 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 très laissé à l'abandon. Et puis, on va tout refaire. Et donc, on va se faire une belle nouvelle bâtisse. Alors, tu l'as acheté à combien, celui-là? Celui-là, il était acheté à 400 000. 400 000? 400 000. Il en valait 550 à peu près. Et il a été entièrement strippé. Et puis là, on a fait la demande de permis pour ajouter un étage complet et une mezzanine. Les comparables pour des 4 logements flambant neufs dans le secteur de Verdun sont de combien? Ben en fait, c'est ça. C'est que trouver des comparables qui soient vraiment des bons comparables, c'est assez dur parce qu'en fait, on ne construit pas vraiment de 4 logements neufs. Et donc, nous, on avait à peu près établi une valeur à peu près à genre 1,7, 1,8. 1,7, ce qui est quand même assez élevé. C'est un quartier qui est très en demande, puis ça dépend vraiment de ton... T'es capable d'aller chercher là-bas à peu près un 100 000 annuels. Donc, c'est 425 000 la porte, ouais. Environ. Ouais. Qui est un peu et puis, la norme à Verdun? Non, c'est quand même assez élevé, ouais. Mais on se dit aussi qu'on commencerait les travaux dans à peu près 8 mois à 1 an. Donc, ce sera livré dans à peu près 2 ans. Et en fait, on n'a pas encore fait d'évaluation marchande. C'est juste qu'on sait qu'on l'a acheté bas et qu'il y a un bon projet à faire. Un petit truc que je peux vous donner, étant donné que je fais du financement privé, beaucoup de mes clients viennent avec des projets d'optimisation. Et ce que je vois avec ceux qui ont beaucoup d'expérience, c'est qu'ils vont faire un rapport, une évaluation agréée de la valeur actuelle et de la valeur future. Et l'évaluateur agréé qui va sur place, il va prendre toutes les soumissions, le plan d'architecte, vraiment le projet dans le futur. Il va faire une évaluation future avec les comparables de nouvelles bâtisses. Par exemple, si c'est 4 logements, ben, il va comparer avec des 4 logements. Exact. Alors ça permet de dire aux prêteurs est-ce qu'on rentre dans le projet ou pas. Donc ça vous permet également à vous de savoir est-ce que c'est un projet viable, est-ce que c'est un projet intéressant, est-ce que vous allez faire de l'argent par un professionnel qui a étudié pour devenir évaluateur agréé. Donc, est-ce que tu en fais des évaluations agréées valeur future? On en fait toujours sur tous les projets. C'est juste que sur celui-là, en fait, on l'a acheté bas et on va évidemment en faire une, mais un petit peu plus loin. Parce que ce qu'il faut qu'on se souvenir, c'est qu'un projet comme ça, on pourrait le revendre maintenant. On pourrait le revendre une fois qu'on a eu le permis et que le projet a été approuvé. Et donc, de toute façon, avant de passer en phase de faire le budget de construction, on va aller faire une évaluation agréée une fois qu'on aura les plans qui ont été approuvés par la ville. Parce que là, on pourra vraiment se dire, ça, c'est ce qu'on va construire et on va aller travailler là-dessus. On a déjà un pro-forma, on a déjà tout qui a été fait, mais on n'a pas encore payé une firme pour aller le faire et on ira le faire un petit peu plus loin dans le processus. Ça coûte environ combien une évaluation future? Ça dépend, on va dire entre 1000, dépendamment de l'évaluateur, entre 1500 et 3000. Ouais. 1500, 3000, c'est ça les Mais chiffres. c'est un excellent investissement à faire. Parce que oui. quelquefois, tu payes 2000 pièces, puis tu as quelqu'un qui te dit, tu as une tierce
partie qui te dit que ton projet il vaudra 1,5 million. Tu viens d'asseoir la crédibilité de ton projet, puis ça te facilite le processus d'aller chercher des fonds. Absolument. Tu fais tes recherches au début avant de rentrer dans une offre d'achat. Parce que sinon, sinon, tu risques Tu de peux avoir perdre des surprises. Tu peux avoir des surprises, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Puis deuxièmement, quand tu as une évaluation qui supporte un peu ton projet, c'est excellent. Puis surtout, si le prêteur ou le banquier accepte d'aller de l'avant, ça veut dire que c'est un home run, parce que tout le monde croit à ton projet. Il n'y a personne qui va rentrer dans des projets d'optimisation. Côté financement, on n'est pas intéressé, surtout les prêteurs privés. Souvent, c'est avec des prêteurs privés que c'est possible de rentrer dans ces genres de projets, car les banques ne sont pas intéressées à te voir stripper une valeur qu'ils ont établie au début. Ils ne prennent pas ce genre de risque en dehors d'où on se parle. Donc, le prêteur privé qui décide de chercher 12% de rendement là, versus toi qui vas aller chercher 30, 25, 30, 35, 40% de rendement, il veut être certain que tu réussis ton projet afin d'être remboursé. Donc, il fait toutes les recherches, il fait de son côté ses vérifications avant de rembarquer dedans. D'où l'importance de bien étudier un projet, puis aussi de trouver les bons prêteurs qui vont pouvoir nous aider. Tantôt, tu parlais de 8% pour l'autre projet, 8% sans frais de dossier. Comment tu as trouvé à 8% sans frais de dossier? J'aimerais savoir parce que j'ai fait ton contact. En fait, c'est quelqu'un qu'on connaissait, puis ça, c'est quelque chose que tout le monde qui écoute, il faudrait qu'il s'en souvienne. C'est au début de notre carrière d'investisseur, il faut partager ce qu'on fait avec des gens autour pour leur montrer qu'on est sérieux. Puis une fois qu'on a fait un projet, 2 projets, etc., dans certains cas, c'est eux qui proposent d'embarquer parce qu'ils voient qu'on a du succès. Et en fait, cette situation, c'est marrant parce qu'en la partageant, quelqu'un m'a dit « Ah, mais t'imagines, t'as passé un coup de téléphone et puis en 10 minutes, t'as réussi à sécuriser 300 000. » Oui, mais j'ai mis 3 ans à construire cette relation pour arriver au point où, en 10 minutes, je pouvais sécuriser 300 000. Et donc, ça prend du temps et ça prend de partager ce qu'on fait, de montrer qu'on a du succès. Et après, c'est beaucoup plus facile parce que les gens ont confiance en nous que s'il se passe quelque chose, on va tout faire pour les protéger par rapport au projet. Absolument. Et sachez aussi que si vous voulez avoir ce genre de financement, habituellement, ce n'est pas du 8%. Là. Non. C'est du minimum du 12 plus frais de dossier, entre 3 et 5. Donc, il y a des prêteurs professionnels qui vont prêter de l'argent et ils veulent des rendements qui ne sont pas aussi élevés que ce que vous allez faire avec le profit, mais ils veulent un rendement raisonnable. Axel a été chanceux. Il y avait quelqu'un qui était prêt à déployer les fonds, car pour eux, c'est une façon pour eux d'embarquer dans le projet, mais sans nécessairement prendre tout le risque, car ils sont prêteurs. Exact. Actuellement, si tu es investisseur, tu peux demander 30, 40, 50% du profit, mais ils vont devoir attendre à la fin du projet, donc 2-3 ans, avant de récupérer leur argent plus leur profit. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés à faire ça, ils vont simplement prêter de l'argent. Donc, c'est ça qui s'est passé, mais c'est en particulier. Ouais. Mais un prêteur privé professionnel, ce que j'aime dire à mes clients, c'est que vous n'allez pas avoir des taux d'intérêt à 8%, 9%, surtout quand le marché est à 12%. Non, c'est sûr. Avec 100 frais de dossier, c'est impossible. Non. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est possible, mais pas la première transaction. Quand t'en fais, j'ai dit à mes clients, fais-en une dizaine avec moi. Là, on fait un home run dans tous tes projets. Tu réussis. Moi, j'ai un track record que je pourrais présenter à mes contacts, à mes investisseurs. Et là, on peut peut-être aller chercher des faveurs. Mais si tu veux tout pour toi, tu veux garder tout l'argent que tu fais pour toi et que ceux qui vont investir, ceux qui vont prendre le risque de prêter de l'argent pour que tu réussis ton projet, tu ne veux rien donner, mais là, tu es un peu selfish. Tu penses juste à toi-même, puis les prêteurs ne sont pas intéressés à aller de l'avant avec toi, puis tu ne bâtiras pas des relations solides en réfléchissant comme ça, en regardant comme ça le dossier. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est sûr. Et puis, nous, ce qu'on fait toujours quand c'est comme ça, c'est qu'on veut uniquement créer des situations qui soient gagnant-gagnant. Et donc, là, une fois de plus, c'est quelqu'un qu'on connaissait. On a partagé ce qu'on faisait pendant longtemps. Après, quand on a
approcher cette personne en disant « Hey, voici la situation dans laquelle on est. On a fait une offre d'achat. On chercherait à peu près 300 000 pour 18 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ?» On a décidé d'aller de l'avant ensemble parce qu'on avait une relation qui a été bâtie dans le temps, une relation de confiance. Et en fait, c'est possible. Alors, toi, c'est vrai que tu connais beaucoup. Toi, tu connais la partie prêteur privé, prêteur professionnel, etc. Mais juste, en fait, quand on parle de ce qu'on fait, ça attire des gens. Et il y a des gens qui ont des fonds qui ne font pas grand-chose et qui seraient prêts à les prêter, plus qu'on ne le pense. Oui, absolument. Puis il faut juste en parler. Exactement. Il faut partager ce qu'on fait. Exact. Quand tu partages, ils voient le sérieux, le professionnalisme, l'expertise que tu amènes sur la table. Donc, finalement, le projet de Verdun, pour finir ça en beauté, Axel, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, le projet de Verdun, tu espères avoir combien en profit exactement? Je ne sais pas exactement. Et je tiens à être très clair là-dessus. On sait qu'il y a du jus dans le projet. On est encore, pour moi, à peu près encore un petit peu trop tôt pour aller donner un chiffre. Mais le truc, c'est que nous, notre vision à long terme, c'est qu'on sait qu'on va aller construire un très bon actif à long terme. Vous avez l'intention de refinancer ou le vendre? On voudrait le construire et puis après, on voudrait le refinancer une fois que ce sera approuvé. Et en fait, c'est là où on a appris aussi à se dire hey, on n'a pas besoin de prendre ces décisions maintenant. On va juste, chaque chose prend son temps, chaque étape, ok, on l'emmène à la prochaine étape. Une fois qu'on en sera là, on prendra la prochaine décision. Mais là, de se dire dès maintenant, combien, on sait qu'en gros, en construction, après, on va en avoir pour à peu près 1 million. 1 million en construction? À ballpark. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est juste en se prenant un pied carré, auto actuel. Tu l'achètes à combien déjà? Etc. 400. Donc 1,4 million, tu vas le revendre à 1 point. Tu vas pas revendre, pardon. On ne sait pas, on va le garder. Nous, l'objectif avec celui-là, c'est de le garder, c'est de le mettre dans le portfolio. Ce sera une bâtisse neuve qui sera très bien située. Dis-moi, vous êtes combien de partenaires dedans? 2, c'est ma femme. 2. Ah, ok, juste 2. Alors, si mettons que tu devais rajouter un partenaire, comment tu vas convaincre ces partenaires, sachant que tu ne sais pas trop où est-ce que ça s'en va? Est-ce que c'est la même... Parce que c'est sûr qu'avec ton partenaire, c'est différent, là. T'sais. Mais quelqu'un qui regarde juste le côté profit, c'est un peu plus difficile, non? Oui, mais l'approche par rapport à ça, c'est vraiment... Ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la personne qui voudrait embarquer, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un retour sur ton argent? Est-ce que tu veux de l'équité? Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu veux être actif ou passif? C'est de comprendre le besoin et l'envie de l'investisseur pour pouvoir lui offrir, lui faire une offre de partenariat qui convient à ses besoins et ses envies. Parce qu'en fait, tout le monde est différent. Puis il y en a qui disent hey, « Regarde, moi je te prête mon argent, tu me donnes un 12% annuel, je suis content, mais ils ne veulent pas d'équité sur le upside. » OK. Et puis il y en a d'autres qui disent « Non, moi je veux juste de l'équité. » Ça dépend vraiment du profil de l'investisseur à embarquer. Si je regarde, je vois un peu sommairement ton investissement, 1,4 et revente à 1,7, il y a 300 000 moins les intérêts, moins si. Donc, étant donné que c'est un investissement personnel à long terme, je comprends l'investissement. Parfait. Excel, ça a été un plaisir. Merci d'avoir décortiqué les chiffres. J'aime ça faire ça. Je suis un gars de chiffres. Je regarde dans les finances. Je suis courtier hypothécaire. Ben oui. Alors, j'aime ça rentrer dans les chiffres. Puis à la base, dans les écoles, pas dans les écoles, mais dans les podcasts qu'on voit, c'est vraiment comme sommairement, ils expliquent l'investissement sommairement, mais ils ne rentrent vraiment jamais dans les chiffres. Donc, je vais continuer à le faire. Merci beaucoup, Axel. Je sais que tu as un podcast en anglais. Ouais. Donc, Axel, quand je l'ai rencontré, jamais de la vie, je pensais que c'était un Français avec un accent français, puis, parce qu'il parle très bien anglais. Et là, boum, il me parle en français. Je dis, attends un peu, pourquoi tu n'as jamais fait un podcast en français? Ah, ben, parce que... Ouais. Mais c'est cool que tu fais un podcast. Peux-tu me donner un peu plus d'infos sur ton podcast? Oui, le podcast s'appelle The Very Real Estate Effect. Et j'ai commencé ça, en fait, il y a à peu près 2-3 ans maintenant. Et parce que dans le début de ma carrière en tant qu'investisseur, j'écoutais beaucoup de podcasts en anglais, des podcasts américains. Puis, il n'y avait rien en anglais au Québec. Puis, en fait, j'ai commencé avec un meet-up. Et puis après, commencer le podcast parce que c'était de pouvoir partager des conversations avec des investisseurs à succès ou des professionnels de l'immobilier.
Et puis, comme il n'y en avait pas au Québec à l'époque, j'ai choisi de le faire en anglais. Puis, ça a évolué comme ça. Et en fait, ça a été une super aventure et un très bon outil pour rencontrer des gens. Absolument. Puis, il y a beaucoup d'informations pour ceux qui veulent apprendre à investir. Guys, beaucoup d'informations ici. Merci, Axel. Prenez ces informations, appliquez dans votre business. C'est le plus important. Puis surtout, s'il y a quelqu'un qui apprécie l'information qu'on vous a donnée, partagez à vos proches, vos amis. C'est sûr qu'ils vont également bénéficier de cette information. Ça serait un grand plaisir pour moi si vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Axel. Il n'y a pas de quoi. Et on va le faire prochainement en anglais. Ça marche. Merci beaucoup. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.